Bonjour à tous et bienvenue sur ce SAV des ostéos. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est la dysfonction somatique ou lésion ostéopathique. Je suis aujourd'hui accompagné de Laurent Fabre. Salut Laurent. Salut Mathieu. Donc Laurent va nous faire une super synthèse notamment des travaux de Gary Fryer, mais pas que. Ça vous évitera, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, de faire cet effort. Je pense que cette vidéo va vraiment vous intéresser si par exemple vous vous êtes retrouvé dans ce cas où en cabinet, par exemple, vous accueillez votre patient, vous faites votre examen, vous trouvez une dysfonction somatique, vous la traitez avec tel outil manipulatif ou un autre, et puis la personne revient. Peut-être elle a plus mal, mais en tout cas, quand vous refaites l'examen, vous vous rendez compte que la manipulation n'a rien changé, que la dysfonction est toujours là. Ou alors, quand vous étiez étudiant, vous étiez dans un cours sur les cervicales, et puis, par exemple, l'assistant ou le prof passe, vous dites, voilà, moi j'ai trouvé une lésion en C4 à gauche, et puis lui vous dit, bah non, pas du tout, tout est en C6 à droite, et puis là, possiblement, ça vous remet en question, ça vous fait perdre confiance. Qu'est-ce qu'on doit savoir, Laurent, aujourd'hui sur ce concept vraiment central de notre métier d'ostéopathe, ce concept donc de la dysfonction somatique? Alors oui, c'est un concept central, ça c'est juste, puisque on a tout construit autour de ce concept qui est d'ailleurs une entité clinique définie dans la classification internationale des maladies, que les assurances prennent en compte, par exemple aux États-Unis. Hein, c'est enseigné en fac de médecine. Tout est classifié. C'est même ils cotent. S'ils ont fait tel ou tel type de manip, ils remboursent tel ou tel type de manip. Mm-hmm. Donc c'est une entité clinique définie comme une fonction ou une fonction altérée ou diminuée des composantes du système somatique. Et donc on s'est intéressé à cette entité clinique avant même les ostéopathes, en fait, tous les thérapeutes manuels ont toujours trouvé des causes de signes palpatoires pour expliquer une symptomatologie. Et nous, on a mis au centre ce concept en disant, s'il y a des dysfonctionnements dans le corps humain et que l'ostéopathe traite ces dysfonctionnements et les corrige, à ce moment-là, le fonctionnement du corps humain se fera mieux, le patient ira mieux, il sera en meilleure santé. Donc on traite la santé des gens en corrigeant ces dysfonctionnements de la physiologie, en fait. Et puis ils auront moins mal, puisque la douleur étant considérée comme un dysfonctionnement. Donc c'est un concept central, ça c'est la première chose. Qui était défini par un acronyme. Par 4 signes cliniques. Donc une entité, nous l'avons regroupé avec un cluster de signes, un groupement de tests, qui sont l'acronyme TART, effectivement, hein, tenderness pour douleur à la palpation, donc ça ressemble en fait juste à de l'allodynie, hein, à la palpation. Une restriction de mobilité, une asymétrie positionnelle et un changement de texture des tissus, c'est-à-dire les tissus sont plus durs ou plus chauds ou plus gros d'un côté que de l'autre, etc. 4 signes cliniques, et c'est comme ça que on a construit en fait notre thérapeutique. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans la compréhension surtout, en fait, c'est que avant les premiers travaux de Diervincker, Van Buskirk et ensuite Gary Fryer, on a beaucoup axé sur des pistes qui étaient soit fluidiques, soit énergétiques, soit crâniennes, soit mécaniques. Et depuis qu'on a fait des travaux sur la neurophysiologie, on s'est rendu compte que la plausibilité d'explication causale de ces signes cliniques se retrouve plus dans une explication neurophysiologique. Alors, ce qui change en pratique, c'est que, en fait, au final, c'est peut-être pas un dysfonctionnement, c'est peut-être pas une entité clinique, en fait, c'est peut-être juste des signes cliniques qui relèvent. Et ça, c'est ce qu'explique dans son article de 2016 Gary Fryer, qui remet à jour son modèle. C'est que, en fait, ça, suite à n'importe quel événement traumatique, micro-traumatique, oui, on aura des signes de changement anatomique, dans une entorse, par exemple, dans une entorse que ça soit donc sur le complexe vertébral, à n'importe quel niveau du complexe vertébral, mais il va y avoir surtout une organisation du système nerveux qui va se dire, là, j'ai besoin de protection et de réparation pendant ce temps-là, et donc je vais avoir des signes cliniques qui vont dire, pendant un moment, ça fait mal, et si ces signes physiologiques, neurophysiologiques, perdurent dans le temps, pourront expliquer encore cette douleur résiduelle, l'allodynie par exemple, qui est un signe de sensibilisation centrale.
Mais ces signes neurophysiologiques peuvent expliquer aussi tous les autres signes cliniques, la perte de mobilité, le changement de texture des tissus, même la symétrie, pas que par des signes anatomiques qui pourraient dire il y a eu une entorse, donc c'est plus gonflé, donc il y a du remodelage, donc ça bouge moins bien. Ou il y a eu un micro-traumatisme répété, il y a de l'arthrose, donc il y a une restriction de mobilité, donc on doit corriger la restriction de mobilité. La restriction de mobilité peut très bien venir du système de protection du système nerveux. Par exemple, tu vois là, tu as un trapèze ici, tu vois ton trapèze ici, voilà. Bon, là, tu as une épaule, voilà. Bon, si je fais ça, voilà, tu vois, t'as vu ton trapèze ou pas? Oui. Il s'est contracté. Oui. Bon, donc quand je suis mis en protection. Voilà, c'est ça c'est de la protection. Et donc, à n'importe quel endroit... Pas préparé. À n'importe quel endroit... Il y aura une vengeance. À n'importe quel endroit du site... On va finir par croire qu'on se tape à chaque vidéo, parce que je t'ai pincé la dernière fois. C'est pas ce que vous pensez. À chaque endroit où il peut y avoir un micro-traumatisme, il peut y avoir ce phénomène de protection. Et donc, du coup, c'est peut-être pas un dysfonctionnement, c'est juste c'est pas un défaut mécanique, mais c'est plus une défense du système nerveux. Et donc, plutôt concevoir, en fait, la dysfonction somatique comme une défense et pas comme un défaut. Ce dont on discutait quelques minutes avant la vidéo, c'est qu'il disait qu'en fait, avant, dans la conception ancienne de la dysfonction somatique, on avait peut-être trop tendance à considérer le patient comme... la conception, l'approche, c'est peut-être trop mécaniste. C'est-à-dire qu'en fait, tout était réduit à la recherche d'une dysfonction somatique. Oui. Alors, ça pose en toujours ostéo, en tout cas. En ostéo, mais même, en fait, à force de chercher des dysfonctions chez les gens qu'on doit corriger et réparer, au final, mais que de n'importe quelle façon, hein. Là, on parle du modèle rachidien, complexe vertébral, parce que la recherche est essentiellement focalisée là-dessus, mais que ce soit l'approche fluidique, que ce soit l'approche, une autre approche, hein, même quand on pose ses mains et puis on impose les mains et puis on fait même bouger des fluides, peut-être. Si on commence à dire qu'on essaye de corriger quelque chose, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans le corps, et donc on considère que le corps est un objet qu'on doit réparer. Et donc ça, c'est de l'objectification d'un patient, en fait. Et donc le patient, c'est un corps objet, et c'est pas un corps sujet avec lequel on interagit pour justement voir comment on peut lever les défenses. Donc si je comprends bien ce que tu me dis, cette révision en fait de la dysfonction somatique à travers le prisme neurophysiologique permet d'avoir une approche beaucoup plus humaniste, beaucoup plus globale en fait, de la relation thérapeutique. Mais ça nous enferme en fait, effectivement, cette dysfonction somatique, le fait de rechercher des dysfonctions dans un corps humain nous enferme dans le thérapeute qui est là pour sauver le patient et qui doit corriger son corps. Donc bon, après ça change même d'un point de vue philosophique la prise en charge du soin. Qu'est-ce que tu notes alors comment tu fais concrètement au cabinet, toi, sur tes fiches cliniques? Sur les fiches cliniques? Ouais. Est-ce que tu notes est-ce que tu continues à rechercher des dysfonctions somatiques? Qu'est-ce que tu notes sur ta fiche quand tu trouves quelque chose sur le rachis, par exemple? Alors déjà, j'accorde beaucoup moins d'importance à rechercher les dysfonctions. En fait, je ne recherche plus de dysfonctions chez quelqu'un du tout. J'essaye de rentrer en communication avec lui. Et donc, par exemple, l'allodynie à la palpation, c'est un signe clinique. Donc l'allodynie, on vous le rappelle, c'est le redéclenchement d'une douleur par un stimulus qui est non nociceptif. La pression sur une épineuse, vous appuyez sur une épineuse sur tout le rachis, et il y a un endroit qui fera mal, là où il y a un endroit qui fait pas mal. Donc ça s'appelle de l'allodynie. C'est un signe de sensibilisation centrale. Donc encore une fois, en contextualisant le symptôme du patient et en donnant du sens à son symptôme, si cet endroit est un endroit où ça fait sens pour lui de se dire ah bah oui effectivement là c'est un peu sensible, je vais juste lui expliquer que le corps a très bien réagi, il s'est juste mis en défense à cet endroit, qu'il aurait pu libérer la défense tout seul déjà. Donc on va essayer de voir si lui peut faire en sorte que la douleur diminue tout seul, par de l'actif, etc. Oui, ou par de l'autoperception, par plein d'autres stratégies thérapeutiques. Et puis de temps en temps, quand j'ai besoin de m'aider de refaire bouger un peu plus la zone ou désensibiliser cette zone qui s'est mise en protection, je lui dis voilà, en fait ça fait un peu comme ça, hein, ça fait une défense, ça bouge un peu moins bien, et on va faire en sorte que ce soit un peu plus cool. Donc tu recherches plus de dysfonction somatique. Non. Donc tu ne notes plus sur tes fiches que T5 ou L4 sont en restriction ceci ou cela.
Non, je note où si j'ai manipulé, je note que j'ai manipulé et je note où j'ai manipulé. Alors maintenant, droite, gauche, je m'en fiche. T4, T5, je m'en fiche. Pourquoi? Parce que là ça ouvre un autre pan de la discussion qui est dans l'article de Gary Frayer, c'est que en fait on n'est absolument pas reproductible. C'est-à-dire que si toi tu cherches chez un patient une dysfonction somatique dans le rachis thoracique, tu vas dire c'est ou cervical. C'est les tests qui sont pas reproductibles, parce que toi et moi on est reproductibles. On se reproduit aussi. Les tests ostéo. Ouais, les tests ostéo sont pas reproductibles, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que dans le cas de l'étudiant et du prof, C4 et C6, en fait, ça pourrait être un prof et un étudiant, mais si c'était un autre prof qui avait testé et qui avait rien dit, il aurait noté C4 sur sa fiche et l'autre aurait noté C6, parce que quand on fait des études de fiabilité, de reproductibilité de ce genre de test, on n'est absolument pas fiable. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de dire que là où j'ai manipulé, c'était vraiment en T4 ? On en discutera dans une autre capsule. Voilà. Je pense. On vous mettra dans les liens en bas de la vidéo, ou dans la vidéo aussi, les références de l'article. J'espère que cette discussion aura pu vous ouvrir le champ des possibles et puis vous rassurer si tant est que vous ayez des doutes. Et puis nous, ce qu'on souhaite, en tout cas à travers ce SAV des ostéos, c'est vous faire profiter de ces avancées des neurosciences qui permettent d'avoir vraiment une construction relationnelle thérapeutique qui est beaucoup plus globale et plus humaine. Merci pour votre attention, merci Laurent pour tout ce que tu as dit. J'ai plein d'idées là que tu as soulevées dont on va discuter dans d'autres vidéos. Je vous rappelle, si vous voulez aller plus loin, il y a l'e-learning de Laurent Fabre qui est disponible sur le site du CFPCO, que vous pouvez acheter, tout simplement. Il y a la première partie qui dure 20 minutes, que vous pouvez visionner dès à présent. Cet e-learning, il est disponible il est offert si vous vous inscrivez au cours de Laurent. Il y a également la conférence que tu donnes 1 à 2 fois par an qui s'appelle Les secrets de la manipulation articulaire. Et puis je vous rappelle aussi que le professeur Gary Frayer, il fait partie de notre équipe pédagogique et qui vient en général 1 fois par an donner un cours. Donc surveillez tout ça, inscrivez-vous aux alertes et à bientôt sur le site du CFPCO. Au revoir. Merci.